Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2M, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Podcast, votre podcast d'actualité mensuelle. Je suis Guillaume, votre nouveau co-animateur de ce podcast que je présenterai en alternance avec Marine, que vous avez pu entendre dans l'émission de septembre. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une formidable équipe de journalistes venus décrypter pour vous l'actualité à différentes échelles selon la formule traditionnelle de ce podcast. Cette équipe, laissez-moi vous la présenter. Nous avons des anciens déjà présents l'année dernière, j'ai nommé Noah. Salut. Mais nous accueillons également cette année de nouvelles chroniqueuses, Juliana. Bonjour. Noémie. Bonjour. Et Anaëlle. Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Le programme, vous l'attendez, j'en suis sûr avec impatience. Nous aborderons aujourd'hui l'actualité américaine avec la campagne présidentielle que Anaëlle analysera sous l'angle de son traitement médiatique. Nous poursuivrons avec une actualité relative aux droits sociaux. En Géorgie, suite à l'adoption d'une loi liberticide envers les personnes LGBTQ+, un mouvement contestataire a fait porter sa voix dans tout le pays pour protester contre un gouvernement toujours plus tourné vers l'autoritarisme. Nous continuerons avec un point sur la situation économique des Français et Françaises de Martinique qui, suite à une forte augmentation de l'inflation, se sont rendus dans la rue pour contester l'augmentation des prix et demander des négociations auprès de l'État. Enfin, pour conclure, nous nous pencherons sur une actualité quelque peu inattendue, l'ouverture d'un Quick rue Sainte-Catherine en plein cœur de Bordeaux, alors que l'on pensait la chaîne de fast-food quasiment disparue dans l'Hexagone. Pour y voir plus clair dans cette affaire, Noah s'est rendu sur place pour enquêter. Chères auditrices, chers auditeurs, chers auditoires, vous êtes sur R2M, la radio étudiante de l'IEP de Bordeaux, la radio qui partage des ondes positives. Et petite annonce avant que l'émission ne commence, nous ne sommes aucunement affiliés à TF1, qui il y a de ça quelques années possédait le même slogan, et on a appris cette information assez récemment. Mais sachez que c'est une coïncidence complètement fortuite, n'est-ce pas Noah ? Exactement, on n'est pas affilié à TF1, ni à LCP, ni à LCI, ni à Paris Première, ni à Chérie 25, ni à Énergie 12. Merci Noah pour ce listing de toutes les chaînes que tu connaissais de la TNT. Et nous commençons directement cette émission avec le débat Trump-Harris. Et nous commençons donc cette émission en traversant l'Atlantique pour nous pencher sur le débat Trump-Harris du 10 septembre sur la chaîne ABC News, dont vous avez déjà probablement eu des échos. Donald Trump a en effet polémique au cours de ce débat, déclarant par exemple que les immigrés haïtiens dans l'Ohio avaient si faim qu'ils finissaient par manger les chats et les chiens. Vous vous en doutez, il n'en a pas fallu plus pour que les médias s'emparent du sujet pour le traiter chacun à leur sauce. Un traitement médiatique différencié donc, puisque beaucoup d'entre eux prennent parti pour l'un ou l'autre des candidats, quitte à parfois déformer certaines informations. Alors Anaëlle, comment se traduit ce soutien médiatique dans le cas de Trump par exemple ? Eh bien, le multimilliardaire est indéniablement aidé par différents médias conservateurs aux États-Unis. On peut penser directement à Fox News ou à Breitbart News, chaîne d'ailleurs connue pour avoir eu comme directeur Steve Bannon, ex-conseiller de Trump. Ces deux chaînes ne se cachent pas d'être pro-Trump et conservatrices. Pour vous donner une idée, je vous ai fait un top des grands titres de Breitbart News que j'ai traduit pour vous. Trump reçoit un accueil chaleureux au match Alabama-Georgia. Sondage, Trump gagne contre Kamala Harris dans 5 États clés. Et aussi, sondage, plus d'Américains s'identifient plus comme républicains que comme démocrates pour la première fois depuis des décennies. Bon, vous avez compris le tableau. C'est aguicheur, polémique, parfois même complotiste. Un titre de Breitbart News a notamment été « Paris transformé en zone de guerre par la violence des migrants ». Le problème, c'est que ces chaînes en continu ont un énorme impact médiatique sur la population américaine. Fox News, avec son interface lisible et ses nombreuses couleurs, est la première chaîne câblée du pays avec 87,2 millions de ménages desservis, soit 91% des Américains abonnés à des chaînes de câble. Or, ces téléspectateurs étant à 94% blancs et conservateurs, selon respectivement 2 études de Nielsen et Gallup, ils entretiennent un cercle vicieux de l'information. Fox News satisfait ses téléspectateurs dont l'opinion est sans cesse renforcée, sans jamais être mise en question. Ce phénomène de couloir médiatique a été mentionné par Vincent Tiberi en guise d'exemple dans la droitisation française Mythe et réalité. Il parle ainsi des chaînes continues, telles Fox News, et de leurs conséquences en Europe. Bon, ça c'était pour les médias largement en faveur de Trump. De manière plus générale, comment se sont positionnés les médias traditionnels vis-à-vis du débat présidentiel ? Eh bien justement, c'est là que ça devient très intéressant. Pendant que les médias démocrates publient des sondages sur la victoire présumée de Harris, notamment le New York Times qui multiplie les analyses en faveur de la candidate démocrate, Fox News se concentre sur la manière dont le média ABC a arbitré les choses. Il a d'ailleurs présenté à la télévision une comparaison entre le nombre de fois où Trump et Harris ont été coupés par des présentateurs qui remettaient en question la véracité de leurs arguments. Selon Fox News,
Trump aurait été bien davantage interrompu que Kamala Harris durant le débat. Dès lors, Fox News accuse ABC News, média libéral, d'avoir manipulé l'information. Un article dresse même la liste des interventions mensongères de Harris qui n'ont pas reçu de fact-checking de la part de 2 présentateurs, et quand certains journalistes de Fox News admettent que Harris a gagné le débat, c'est parce qu'elle avait de l'aide des 2 arbitres et que de toute façon, malgré cette victoire, la conclusion de Trump reste valable. Après tout, pourquoi n'a-t-elle pas mis en place toutes ces mesures promises sous le mandat de Biden ? Malgré cela, on peut saluer assez ironiquement l'honnêteté intellectuelle de Trump qui s'est présenté à un débat organisé par une chaîne libérale, Kamala Harris ayant quant à elle refusé de débattre sur Fox News. Anaël, tu as parlé de Fox News, New York Times, ABC News, Breitbart News. Tous ces médias sont dits traditionnels. Est-ce que l'on retrouve ce même clivage chez des médias plus jeunes qui visent aussi un public plus jeune ? Tu fais bien de m'interpeller sur la question. Je vous ai parlé de la télévision et la presse et la radio suivent globalement la même tendance. Mais bien entendu, les médias traditionnels n'ont pas le monopole de l'information, surtout dans un pays comme les États-Unis. Selon une étude de Pew Research Center, 69% des 18-29 ans déclarent s'informer principalement sur les réseaux sociaux. Ils sont donc cruciaux dans ce combat médiatique permanent. Ainsi, tandis que Kamala Harris se lance sur TikTok, s'appropriant la culture du mème auprès des jeunes électeurs, Trump se concentre sans grand succès sur son propre média, Truth Social. Ce réseau social au titre évocateur, créé à la suite du maniement de Trump des réseaux sociaux, cumulait 5 millions d'utilisateurs en février 2024. Quoi qu'il en soit, ces médias non conventionnels véhiculent une masse d'informations dangereuses sur plusieurs aspects. D'abord, un mouvement qui inquiète les Américains et qui se répand sur les réseaux sociaux, notamment sur X, celui de l'election denialism, qui renie la validité des élections, soi-disant truquées en faveur des démocrates. Ensuite, le problème des fake news, qui ne peuvent être correctement contrôlées dans la masse d'informations. Et enfin, les algorithmes, qui confortent encore plus les populations dans leurs idées respectives, accroissant ainsi la division au sein du pays de l'oncle Sam. Et ça, c'est sans compter l'ingérence de puissances extérieures, armées d'un outil nouveau, l'IA. Afin d'avoir l'avis d'une personne directement concernée par la question, je suis allée à la rencontre d'une Américaine, Lily, pour qu'elle me donne son opinion sur le traitement médiatique de cette campagne. Bonjour Lily, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Bonjour, je m'appelle Lily, je viens des États-Unis, spécifiquement de Tate de Vermont, c'est dans le nord-est des États-Unis. Bah oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de la place des médias aux États-Unis et de leur rôle dans ces élections ? Bah, je pense que c'est vraiment une chose très grande parce que en réalité, maintenant, tous les médias dans les États-Unis, c'est vraiment chargé à droite ou à gauche. Et c'est difficile de décider, c'est le média qui dit les choses que c'est vraiment de réalité ou c'est juste que l'opinion de le média. Et après aussi, le média, c'est toujours privé dans les États-Unis. Et ça, c'est aussi très important de noter parce que le grand économies et des choses comme ça, entreprises peuvent payer pour de nouveaux, des choses comme ça. Et je pense que ça, c'est vraiment faire une très, très grande affaire de cette élection. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Merci Anaël pour cet éclairage sur le traitement médiatique de cette campagne que nous suivrons de près. L'élection présidentielle, je vous le rappelle, aura lieu le 5 novembre prochain, une date qui se rapproche à vitesse grand V. Passons maintenant à notre actualité européenne, les échos d'Europe avec Noémie, qui vient aujourd'hui nous parler d'une loi liberticide envers les minorités, et plus particulièrement les personnes LGBTQ+, en Géorgie, qui comme souvent sont les premières victimes de gouvernements de plus en plus tournés vers l'autoritarisme. Oui Guillaume, j'aborde aujourd'hui la question des droits des minorités en Géorgie, et en particulier ceux de la communauté LGBTQ+, qui est de plus en plus menacée dans ce pays. Le dernier exemple en date, c'est l'adoption d'un projet de loi par le Parlement le 17 septembre, visant à lutter contre ce que le gouvernement géorgien qualifie de propagande LGBT. Cette nouvelle loi porte gravement atteinte aux droits des personnes LGBTQ+, et elle n'est en plus pas un cas isolé en Géorgie. Elle s'inscrit au contraire dans le cadre d'une offensive législative bien plus vaste, entamée notamment depuis l'arrivée à la tête du gouvernement du parti Rêve géorgien. Ce dernier se réclame de centre-gauche et est affilié à une alliance dite progressiste. Néanmoins, il n'a jamais caché sa proximité avec la Russie, et l'a même renforcée ces dernières années. L'adoption de cette législation discriminatoire marque en fait un point de rupture pour la Géorgie, qui bascule véritablement dans la violation des droits et libertés fondamentales de sa population. Mais dans quel contexte s'inscrit cette restriction de liberté plus précisément ?
S'agit-il seulement d'un des moyens déployés par le gouvernement pour consolider son autorité et essouffler la société civile? Ou bien est-ce l'incarnation de la crise politique et sociale que traverse le pays depuis l'avènement du parti pro-russe Rêve Georgien? Peux-tu nous faire un petit rappel de la situation politique en Géorgie, Noémie? Bien sûr, Guillaume. Il faut tout d'abord savoir que, loin d'être une volte-face, l'orientation politique actuelle de la Géorgie est le fruit d'une intensification d'une dérive progressive vers l'autoritarisme et vers la sphère d'influence de Moscou. Dès son arrivée au pouvoir en 2012, la coalition Rêve Géorgien, qui a pris le nom du parti majoritaire, a marqué sa différence avec le régime précédent, clairement pro-occidental. C'est Bidzina Ivanishvili qui menait cette coalition en 2012 et il gouverne aujourd'hui le pays depuis 12 ans en tant que Premier ministre. Désormais qualifié d'oligarque par plusieurs analystes politiques, le Premier ministre géorgien ne s'est pas gardé d'afficher son hostilité aux valeurs occidentales, tout en maintenant paradoxalement sa requête d'entrée dans l'UE. Depuis 2023, le gouvernement accumule les mesures liberticides, sans afficher toutefois expressément son autoritarisme. C'est le 20 août 2024 que le bureau politique du parti Rêve Géorgien est explicitement passé à la vitesse supérieure, en se rangeant publiquement dans le camp des démocraties illibérales. Ce jour-là, le gouvernement a adressé une lettre à la population géorgienne, lançant officiellement la campagne des élections législatives prévue le 26 octobre prochain. J'ai bien dit officiellement, car en réalité, elle contenait surtout un florilège de mesures contraires aux valeurs démocratiques et à l'état de droit. Parmi les mesures phares que le parti pro-russe entend mettre en œuvre en cas de nouvelle victoire figure notamment l'interdiction de toute prétendue propagande LGBT, ainsi que des actuels partis de l'opposition qualifiés d'agents de l'étranger. Plus simplement, il s'agit en fait de la suppression du multipartisme. Selon l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, ce durcissement de ton de la part du parti Rêve Géorgien révèle sa fébrilité, craignant sans doute de perdre le pouvoir aux élections législatives du 26 octobre. Le parti Rêve Georgien pourrait donc perdre les élections car n'ayant plus le soutien de la population, c'est bien cela? Oui, c'est tout à fait ça, puisqu'en parallèle, le mécontentement et les revendications de la population géorgienne se font, à raison, de plus en plus fréquentes. Entre avril et mai dernier, des vagues de manifestations massives avaient notamment eu lieu dans le pays, en réaction à un projet de loi dite sur l'influence étrangère. Calquée sur la législation russe, la loi sur l'influence étrangère a en plus finalement été adoptée en force dans l'été, malgré les mobilisations. Elle permet très concrètement au régime de répertorier les voix dissidentes, qu'il s'agisse d'organisations médiatiques ou d'ONG, pour les faire taire. J'en reviens donc à la loi qui porte atteinte aux droits des personnes LGBTQ+, dont je vous parlais au début. Elle a été adoptée mi-septembre par le Parlement et selon son statut juridique, elle concernerait les valeurs familiales, ce qui ne dit en réalité qu'à moitié son nom. Pour vous donner un bref aperçu de son contenu, le texte interdit notamment la propagande des relations homosexuelles et de l'inceste dans les établissements d'enseignement et les émissions de télévision, et bannit les rassemblements et manifestations faisant la promotion des relations homosexuelles. Sans surprise, il s'agit en plus d'une législation similaire à ce qui existe déjà en Russie. En guise de réplique, la population ne s'est cette fois pas mobilisée, mais ce sont les partis d'opposition au gouvernement qui se sont surtout montrés réticents à l'égard de la loi. Ils ont en effet massivement boycotté son vote au Parlement, sans toutefois parvenir à faire plier le parti majoritaire, Rêve Géorgien. Elle a enfin été dénoncée par l'Union européenne et plusieurs organisations de défense des droits humains pour son caractère liberticide. La Cour européenne des droits de l'homme n'a en revanche pas statué sur la question. Au final, quelles vont être les conséquences de tout cela, Noémie? Eh bien, comme je vous l'ai montré, le gouvernement géorgien a bel et bien concrétisé ses menaces au travers d'une répression active de la population. La dernière loi qu'il est parvenu à faire approuver par le Parlement s'en prend non seulement aux minorités, mais elle met aussi et surtout en péril les droits et libertés que les Géorgiens ont acquis depuis la fin de la guerre froide. Ce qui est surtout inquiétant, c'est en effet l'accélération du rapprochement du parti majoritaire Rêve Géorgien avec la Russie ces dernières années. La menace russe plane depuis sur la liberté des médias géorgiens, qui sont contraints de se plier à une propagande pro-Kremlin, sur la liberté d'expression, de réunion des opposants politiques, et sur tous les droits fondamentaux du peuple géorgien. Mais que disent de la situation en Géorgie des indicateurs démocratiques, tels que par exemple les conditions de tenue d'une élection? En fait, les chercheurs de l'IFRI craignent que l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques, le 26 octobre prochain, soit compromise par l'emprise du parti sur l'État géorgien. Alors quel futur pour la population géorgienne? Impossible de le dire. Ce qui est certain, c'est que les conditions de tenue de ces élections pourraient bien confirmer définitivement le tournant pris par la Géorgie. Je te remercie, Noémie. Avec plaisir.
Et nous passons à l'actualité française, notre une nationale, qui nous est présentée par Juliana, qui traite aujourd'hui une actualité martiniquaise. Il est vrai qu'avec les scandales et les débats qui ont abondé ces derniers jours suite à la formation du nouveau gouvernement, on en oublierait presque que la Martinique subit une crise économique et politique majeure depuis quelques mois. Les manifestations prennent une ampleur considérable, au point que le préfet a instauré le 18 septembre dans les zones les plus touchées un couvre-feu de 21h à 5h, tandis que dans certaines communes, les manifestations sont désormais interdites. Juliana, quelle est la source de ces manifestations ? À première vue, elle est tout d'abord économique. Aux Antilles, les prix de l'alimentaire sont 40% supérieurs à ceux de l'Hexagone, pour la téléphonie 35% et 25% concernant les articles d'entretien et de ménage. Une situation d'inflation critique qui dure depuis 2009, année durant laquelle des manifestations avaient déjà eu lieu, en même temps que la Guadeloupe. Grâce à l'action des syndicats, la mobilisation sociale qui avait duré 38 jours à l'époque avait permis la tenue de négociations avec le gouvernement afin de réduire les prix sur certains produits de première nécessité. Mais 15 ans plus tard, le problème persiste toujours. La situation est même encore plus alarmante. Par exemple, le simple fait de se nourrir est de plus en plus coûteux. En effet, 27% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté contre 14,4% en métropole, dont les classes moyennes sont les plus touchées. Et comment cette contestation s'est-elle formée ? Dès juillet, l'Association pour le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes avait lancé un ultimatum à la grande distribution, aligner les prix sur ceux de l'Hexagone. Mais dans la nuit du 31 au 1er septembre, le président de l'association, Rodrigue Petitot, a été arrêté, ce qui a conduit dès le lendemain à une mobilisation massive. Il a en effet été surpris avec une dizaine de personnes cagoulées en train de voler un bus. Oui, forme de contestation symbolique. Cette arrestation a été jugée comme profondément injuste par les manifestants qui ont dénoncé une réelle réponse coloniale. Ainsi, le 1er septembre, 700 personnes se sont rendues à pied au grand port maritime de la Martinique, point d'entrée et de sortie de 98% des marchandises du territoire. Avec des palettes et des pneus, toute entrée et toute sortie de l'enceinte portuaire est rendue impossible. Bon, face à ces manifestations, je suppose qu'il y a des réactions de la part du gouvernement ou du secteur de la grande distribution. Oui, il y en a eu, mais elles ont été très peu convaincantes. La grande distribution a justifié le 28 septembre cette augmentation des prix par des raisons dites structurelles, soit liées au coût d'acheminement des produits par leur éloignement géographique, à la fiscalité spécifique dite obsolète et l'étroitesse des marchés. La grande distribution a évoqué cependant des propositions qui, a priori, permettraient de baisser de plus de 20% le prix de plus de 2500 produits de première nécessité. La députée socialiste de Fort-de-France Béatrice Bellet, elle-même, a affirmé avoir contacté certains membres de la grande distribution pour en discuter. Rien de quoi calmer les tensions. Ces réponses ont d'emblée suscité des colères et réactions en chaîne, signe d'un ras-le-bol général, qui ne demande que des mesures concrètes. De plus en plus de troubles nocturnes apparaissent, comme en témoigne le McDo incendié à Fort-de-France, le supermarché envahi les 17 et 18 septembre, ou encore des policiers blessés par des tirs de plomb, provoquant ainsi la mise en place par le préfet d'un couvre-feu de 21h à 5h. La situation peut-elle s'arranger, Juliana ? Il est difficile de calmer ces manifestations et répondre aux attentes parce que les causes sont encore plus profondes. La Martinique subit également une crise sécuritaire avec une île qui cumule des records de meurtres, 18 depuis le début de l'année. En parallèle, c'est sur fond de désir d'une reconnaissance plus large des spécificités locales que se développe le mouvement. La population dénonce une répression coloniale et manifeste sa souffrance d'être considérée comme une France de seconde zone, délaissée et négligée. Par ailleurs, même si la majorité de la population reste attachée à la France, il faut souligner qu'il existe aussi plusieurs organisations indépendantistes. Et malgré tout, y a-t-il une lueur d'espoir ? Ne partons pas défaitistes. Un protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère a été in fine établi par la collectivité territoriale martiniquaise le 26 septembre. Il se concentre sur 4 axes: la baisse des prix, la constitution d'un fonds de compensation, le renforcement de la transparence et l'autonomie alimentaire. La première proposition est notamment la suppression des taux d'octroi de mer sur 54 produits, c'est-à-dire l'allègement ou l'élimination des taxes sur certains produits importés, visant à réduire les prix des biens de première nécessité. Une mesure qui sera examinée prochainement en Assemblée. Même si cependant le consensus n'y est pas encore et que la grève générale contre la vie chère a été finalement reconduite afin d'obtenir des résultats plus concrets. Les populations et autorités s'attendent donc à des perturbations futures encore importantes, notamment au sein des services municipaux et des établissements scolaires. Mais personnellement, je veux y croire et surtout, l'important est aujourd'hui de considérer davantage nos îles, car leurs problèmes, malgré l'éloignement physique, sont également, mais surtout, les nôtres.
Merci Juliana. Au vu de ce que tu nous as dit, les choses n'évoluent pas pour l'instant pour le mieux. Comme je l'ai dit moi-même en introduction, un nouveau gouvernement a été formé. Espérons qu'il saura agir pour le bien de toutes et tous en Martinique où la situation s'avère très difficile pour la population. Pour clôturer l'émission, nous abordons un sujet insolite puisque Noah s'est interrogé sur l'ouverture du nouveau restaurant Quick, jeudi 19 septembre, rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Alors Noah, pour commencer, tu nous rappelles ce qu'est Quick ? Alors avant de commencer, un petit disclaimer, c'est pas sponsorisé. Ça, c'est une question de loi. Donc pour ceux qui connaissent pas, Quick c'est une grande entreprise de fast-food, alors restauration rapide, qui a été créée en Belgique en 1971 et implantée en France en 1980. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous dès le début comme ça. À votre avis, de Quick, Burger King et McDo, lequel s'est implanté le premier en France ? Bah, je sais pas, McDo. Moi je dirais KFC. En tout cas, c'est cool de voir que tu as bien compris les consignes, Guillaume. Ça fait déjà 2 épisodes que tu as du mal. Juliana, tu t'es trompée, c'est pas McDo ni Burger King. C'est dommage pour les Américains, moi ça me rend très heureux. Mais ils n'ont pas réussi à s'implanter dans le pays de la gastronomie avant Quick, qui a eu un meilleur timing. Puisque là où McDo n'a pas marché entre 72 et 76, Quick a bénéficié dans les années 80, notamment de la réduction des pauses repas qui passent d'1 heure à 30 minutes, donc le besoin de manger plus vite. Alors petit à petit, Quick devient gigantesque en France, des années 80 jusqu'aux années 2000, au même niveau que McDo, qui va retenter après de s'implanter avec succès. Et à eux deux, entre 79 et 86, ils vont multiplier par 20 le nombre de restaurants présents en France, de 50 à 1000 restaurants. Et qu'est-ce qui a fait que Quick a eu autant de succès, Noah ? Eh bien, si Quick marche autant, Guillaume, c'est à la fois grâce à ses jouets originaux, ses 2 menus, c'est-à-dire enfants et adolescents, ses collaborations comme le Koei Burger qui a d'ailleurs un peu mal vieilli, ou la collaboration avec Eric et Ramsey. Cette période, donc des années 80 aux années 2000, c'est l'âge d'or de Quick. Mais l'entreprise se heurte notamment par la suite à plusieurs polémiques, comme le rachat par la Caisse des dépôts en 2007, à une somme bien supérieure à sa valeur. Alors la Caisse des dépôts, c'est un organisme public d'intérêt général, ce qui fait un double scandale, puisque c'est un organisme public qui achète un fast-food, et parce qu'en plus, elle l'achète à 800 millions d'euros au lieu des 300 millions où Quick était estimé. Voilà où va l'argent du contribuable. De même, tous les scandales d'hygiène subis par les fast-foods dans les années 2010 ne donnent pas vraiment une bonne image à Quick. Et puis une dernière polémique pour la route, quand en 2010, Quick annonce que certains de ses restaurants vendront de la viande halal. Vous devinez, j'imagine, pourquoi l'annonce n'a pas plu, puisqu'on entend encore ces discours aujourd'hui. Le remplacement de la culture française et de sa gastronomie par la viande halal des étrangers, n'est-ce pas ? Et c'est bien tous ces éléments qui ont causé la chute de Quick. Très bonne imitation, Noah. Et depuis, la situation ne s'est pas améliorée, c'est bien cela ? Effectivement, en 2015, Quick est racheté par le groupe Bertrand, aucune affiliation avec moi, qui possède notamment Burger King France. Le groupe va alors en profiter et remplace les Quick français par des Burger King qui, eux, ne sont pas liés au scandale d'hygiène puisqu'ils n'étaient pas en France à cette époque-là. Burger King reprend d'ailleurs de nombreuses formules qui ont fait le succès de Quick, comme les doubles menus enfants. C'est la même chose pour Quick Belgique et Luxembourg, racheté en 2016 par QSRP, société qui possède, vous l'avez deviné, aussi Burger King et qui compte bien remplacer les Quick par des Burger King. Mais retournons en France, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il reste encore des restaurants Quick, malgré l'objectif initial de remplacement total en Burger King par le groupe Bertrand ? Eh bien, je pense qu'il y a des propriétaires qui adorent la Belgique. Et vu que Quick est une enseigne belge, ils ont très envie de maintenir leur restaurant Quick dans leur ville. Guillaume, tu avais encore une fois tort, mais pour une fois, tu as compris la question, et je trouve ça incroyable. S'il reste encore quelques Quick, c'est justement parce qu'ils font de la viande halal et que Burger King non. Donc il y avait tout intérêt à garder ces Quick pour se différencier. C'est donc ce qui a causé leur chute, qui a aussi permis de les préserver. Mais on l'a vu, un restaurant Quick a rouvert il y a 2 mois et en plein milieu de Bordeaux, près de la Victoire. Et donc Noah, ce nouveau restaurant, quelle est ton opinion sur ce sujet ? La réouverture de ce restaurant semble plaire justement, comme le note le journal Sud-Ouest et le site Actu Bordeaux. Et pour une fois, et c'était impressionnant, j'ai fait du terrain et j'ai interviewé Didier et Mohamed que vous allez écouter tout de suite. Tu t'appelles ? Je m'appelle Mohamed. Mohamed, ok. Merci de répondre à mes questions. Pourquoi t'es chez Quick ? Parce que je viens d'ouvrir à Bordeaux. J'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et est-ce que ça te fait plaisir que c'est ouvert Oui, ça me fait plaisir, c'est pas mal. Parce que le plus proche c'était Mérignac avant, t'es allé chez Quick Pas avant ? là-bas, c'est plus haut pour moi. C'est plus proche. Et du coup, vous en pensez quoi là ? C'est bon ? C'est pas décevant ? C'est bon, mais surcoté. Surcoté ? Ah oui, surcoté. Et c'est cher ? C'est cher. Ah, peut-être 10 €, tu manges pas ici. Bon, bah, merci beaucoup. De rien.
Comment vous vous appelez? Didier. Didier. Enchanté. Est-ce que vous êtes content qu'il y ait un Quick qui est réouvert dans le coin? Ah oui, vraiment oui. Le plus proche c'était Mérignac, avant vous y alliez ou pas du tout? On avait été à celui de Mérignac et on avait été celui à Nutière aussi. Il y en avait un à Nutière. D'accord. Et donc il est bon celui-là, il est ouais. comme les autres? Ouais. Ça fait Vous avez plaisir, pris quoi? Suprême. Suprême. Et vous êtes, est-ce que non, vous n'êtes pas déçu de la qualité, c'est super? Non, c'est bien. Et le restaurant en soi aussi? C'est bien. Le prix, est-ce que vous trouvez ça cher? Ça sera toujours trop cher, mais je pense qu'en rapport qualité-prix comparativement aux autres, c'est équivalent, quoi. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci à eux d'avoir répondu à mes questions. Vous l'avez entendu, ils avaient des avis un peu divergents sur plusieurs points, donc c'est plutôt intéressant. Et Quick, j'y ai moi-même mangé, et je n'ai pas trouvé ça plus cher qu'un autre fast-food, alors que c'était plutôt bon. 9,99€ pour un menu classique, ça me paraissait cohérent. Petit bémol, il n'y avait pas de vaisselle réutilisable sur place. Est-ce car les stocks n'étaient pas encore écoulés, je ne sais pas, néanmoins ça m'a un petit peu surpris. Ce serait contradictoire avec les objectifs de Quick, où ils semblent affirmer sur leur site être respectueux de l'environnement, recycler, arrêter les jouets plastiques, alors qu'ils donnent toujours des emballages jetables. Et puis les amendes ne tarderont pas à arriver non plus. Alors je vous tiendrai au courant en retournant faire mon enquête dans Squeak dans quelques semaines, et ce pour des raisons strictement professionnelles. Bien sûr, et on le comprend tout à fait, Noah. Mais cependant, la vraie question qui demeure, c'est pourquoi un Quick a rouvert alors qu'ils ont presque tous disparu depuis des années? Eh bien en 2021, Quick France a été racheté par HIG Capital, qui a bien envie de faire perdurer Quick, avec un objectif justement d'avoir 300 restaurants en France d'ici à 2028, donc plus de 150 restaurants qui restent à ouvrir. Bonne nouvelle pour ceux qui aiment y manger sans avoir besoin de faire 1 heure de route. C'est peut-être un nouveau départ pour Quick, avec par ailleurs Tony Parker comme ambassadeur. Un nouveau départ, mais un de meilleure qualité et on l'espère plus respectueux de l'environnement. Merci Noah pour cette chronique gustative. Est-ce que, à vous, ça vous a donné envie d'aller manger chez Quick? Parce que moi, oui. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Alors oui, ne pleurez pas, c'est déjà fini. Mais rassurez-vous, nous nous retrouvons le mois prochain dans un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Spotify et Instagram, R2M, R2MSCPOBX. On se retrouve le mois prochain pour le 3e épisode du grand podcast de l'année. Restez aux aguets, car le 2e épisode de Cadence Parfaite en La mineur sort très prochainement, tout comme le 2e épisode de notre podcast scientifique Science & Co, animé par Farah et Amy. Restez branchés, restez sur les ondes. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. R2M, partageons des ondes positives.